Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonin Adjé, je suis écrivain de science-fiction et doctorant en psychologie sociale, spécialisé sur les théories du complot, et donc je m'intéresse tout particulièrement à la désinformation, à l'information et la désinformation, et je suis ravi de vous présenter cette version enregistrée en ligne de la formation sur la désinformation. On va commencer par quelque chose de très simple, la base, la fake news. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fake news? Eh bien, tout simplement, c'est une fausse information, ou un fox en français. C'est contraire à l'état des connaissances sur un sujet, et c'est présent sur les réseaux, mais aussi dans une moindre mesure dans les journaux, à la télé, etc. Il y a deux types de fake news. Il y a la mésinformation et la désinformation. La mésinformation, c'est quand on partage une information qui est fausse, mais on pense qu'elle est vraie. On la partage donc de bonne foi. La désinformation, c'est quand on partage une information qui est fausse et on sait qu'elle est fausse. Donc on la partage en connaissance de cause. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien ça peut être pour des raisons stratégiques, politiques, idéologiques. On soutient un candidat, l'adversaire du candidat, on a une information sur cet adversaire qui est fausse, on sait qu'elle est fausse, mais on sait qu'en la publiant, on favorise notre candidat, donc on le fait. C'est donc un choix stratégique. Il y a des gens qui vont volontairement désinformer. Pour faire simple, la fake news, c'est une information qui est fausse. Il y a donc une distinction très nette entre vrai et faux. Et il y a des choses que l'on sait être fausses et des choses que l'on sait être vraies. Les critères qu'on va utiliser pour valider l'information, pour voir si quelque chose est vrai ou faux, c'est des critères qu'on utilise au quotidien, je les rappelle, c'est toujours pratique. Il y a la fiabilité de la source, d'accord? Est-ce que ce journal, je lui fais confiance? Est-ce que cette émission de télé, je lui fais confiance? Est-ce que ce compte internet, je lui fais confiance? L'interlocuteur qui parle, parce qu'on peut avoir des sources pas toujours fiables comme TikTok, mais au sein de TikTok, il y a une allocution du président de la République. Et donc là, c'est l'interlocuteur qui est fiable. On a le niveau de preuve. C'est quoi les éléments qui prouvent que j'ai raison? Donc là, on sait qu'avec l'IA, il faut faire un peu attention aux images, etc. Mais est-ce que j'ai des preuves solides de savoir qui me prouvent, par exemple, que le Louvre a bien été cambriolé il y a quelques semaines? Oui, on a des vidéos, des photos, des témoignages. Ok, j'y crois. Multiplicité des sources, il faut croiser les sources. Une source toute seule n'est pas forcément fiable, elle peut être biaisée, etc. Donc c'est bien de croiser les sources. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que j'ai des bonnes raisons de croire que c'est vrai? Et enfin, les commentaires et critiques de l'information. On va revenir sur la crédibilité. C'est quoi la crédibilité? Il faut imaginer que dans notre cerveau, on a une sorte de carré. Et dans le carré, on met ce qui est crédible. Et donc, ça pourrait être vrai. C'est pas forcément vrai, mais ça peut être vrai. Dans ce qu'on sait du monde, c'est quelque chose de possible. Si je vous dis que je suis un alien, c'est pas crédible, c'est en dehors du carré. Si je vous dis que j'habite en Angleterre, c'est plus crédible. Donc ça va, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais c'est davantage crédible, ça va dans le carré. Et bien sûr, ce carré peut évoluer au fil du temps. Il y a des nouvelles informations qui vont nous faire modifier ce qui nous paraît crédible et ce qui nous paraît pas crédible. Attention, crédible et vrai, c'est différent. Crédible, c'est que ça peut être vrai. Vrai, c'est que c'est vrai. Il y a des choses incroyables qui sont vraies et des choses qui sont crédibles mais qui sont fausses. Petit jeu maintenant pour voir si vous pouvez distinguer le vrai du faux. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. À chaque fois, je vous laisserai quelques secondes. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Jusque-là, c'est facile. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Est-ce que c'est vrai? Alors là, c'est intéressant parce que c'est crédible que l'étoile du Berger soit une étoile, mais c'est faux, c'est en réalité la planète Vénus. Est-ce que c'est vrai? Et là, je vais commencer à vous montrer que ce qui nous paraît vrai et faux est plus compliqué que simplement, c'est évident. Alors, ça pourrait être crédible puisqu'elle se dirige avec un sonar, mais les chauves-souris ne sont pas aveugles. De même, ça peut paraître incroyable qu'un être vivant ait trois cœurs, et pourtant les pieuvres ont bel et bien trois cœurs. Le terme sushi désigne poisson cru en japonais. Ça paraît crédible, mais c'est faux. Sushi désigne ce riz en particulier. L'eau tourbillonne dans un sens différent selon l'hémisphère. Dans votre robinet, eh ben, ça paraît crédible. L'effet Coriolis existe bien. Ça paraît crédible parce qu'on nous l'a toujours appris, et pourtant c'est faux. C'est beaucoup trop petit, une évacuation de baignoire par exemple, pour que l'effet Coriolis ait un impact. Nous avons créé des chats fluorescents.
Ben, ça paraît faux, mais c'est effectivement arrivé. La mousse pousse sur les arbres, pardon, la mousse sur les arbres pousse toujours au nord. Ça paraît vrai. Et pourtant, c'est faux. Elle pousse là où c'est humide. Et c'est souvent au nord, mais c'est pas toujours le cas. Les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Ça paraît pas crédible. Et c'est faux. Les pyramides ont été construites par des esclaves. Ça paraît crédible, mais ce n'est pas vrai. Ce n'étaient pas des esclaves. Pour jouer un peu sur l'IA, quelle photo est en IA, quelle photo est réelle? Celle-ci, généralement maintenant les gens savent, ils ont l'habitude. C'est une photo en IA. Fun fact, elle a été postée à un concours de vraies photos, elle a gagné le prix, et la personne ensuite a dit, bah, c'était d'IA, donc je me retire. C'était pour montrer à quel point on peut se faire avoir facilement. Cette photo, qui rassemble des stars hollywoodiennes, paraît hyper crédible, hyper réaliste, et pourtant, elle est fausse. La distinction vrai-faux en IA, maintenant, c'est fini. Il va faire passer par d'autres critères pour déterminer ce qui est vrai ou faux. Et ben justement, il faut revenir aux bases. Qui publie la source? Est-ce que j'ai confiance dans la source? Est-ce que j'ai des preuves que c'est vrai? Etc., etc. Cette photo paraît être faite en IA, mais elle est vraie. Encore une fois, la frontière entre les deux est floue. Donc là, on a vu la fake news, le vrai et faux, et que déjà, c'est pas facile. Mais maintenant, je vais vous montrer que de la plupart du cas, le vrai et faux, en fait, ils sont entremêlés. Bien sûr, le vrai existe, le faux existe, mais il y a une ligne de crête assez vaste où on peut tromper avec des vraies informations. On va recommencer sur deux, trois questions avec des images. Est-ce que cette affirmation est vraie? Eh bien, elle est vraie en gros. C'est 365 jours écart, c'est une approximation. Donc c'est vrai jusqu'à un certain point. La Terre est ronde. Bah, pareil, c'est vrai jusqu'à un certain point. Déjà, elle est sphérique et elle est un peu aplatie sur l'épaule. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est plate. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. Je vous laisse essayer. Ah, effectivement, c'est pas possible. Oui, mais les bébés le peuvent. C'est pour ça qu'ils peuvent téter pendant longtemps, par exemple, tout en respirant. Donc, c'est en grande partie vrai, mais pas à 100%. Les chiens ne transpirent pas. On sait que les chiens évacuent la transpiration, en tout cas la chaleur, à deux temps, mais ils transpirent quand même des pattes. Donc, on voit que déjà, le vrai faux n'a pas vraiment de sens sur ce qu'on vient de voir. Mais maintenant, je vais vous montrer que même des vraies photos, des vraies images peuvent induire en erreur. Est-ce que le prince William fait vraiment un doigt d'honneur? Eh ben non, bien sûr que non. Il compte jusqu'à 3. Mais la photo au-dessus n'est pas photoshopée, elle n'est pas truquée. C'est une vraie photo, c'est notre perception de la photo qui va nous induire en erreur. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de cadrage ou effet de cadrage. C'est le fait qu'une vraie information va être présentée d'une telle manière qu'elle va nous induire en erreur ou orienter notre perception de l'information. On va prendre un exemple très simple. Voyez cette vraie information. J'ai tout perdu. À 82 ans, Paul va être expulsé de sa maison car ses belles-filles ont décidé de la vendre. Vraie information. Qu'est-ce qu'on ressent à l'égard de Paul? De la compassion. Qu'est-ce qu'on ressent à l'égard des belles-filles? De la haine. Vraie information, mais laissez-moi rajouter quelques éléments. Paul avait une compagne qui s'appelait Simone. Ils vivaient ensemble depuis 40 ans et Simone vient de mourir. Ils n'étaient pas mariés et c'était la maison de Simone. Simone n'avait pas qu'une maison a laissé en héritage à ses filles, les fameuses belles-filles. Elle avait aussi des dettes, 60 000 euros de dettes. Les filles ont été obligées de vendre la maison pour rembourser les dettes de leur mère. Et d'un coup, notre perception de l'histoire change. On a cet élément supplémentaire qui rapporte du contexte qui nous manquait, qui fait que finalement, les belles-filles ne sont pas aussi odieuses que ça. L'absence de contexte fait que notre cerveau va chercher à mettre un contexte. Et sans contexte, on va en imaginer un qui n'est pas forcément vrai. Et ça va nous induire en erreur sur notre perception de l'information. Un exemple très récent de ça, euh, c'est la phrase du chef d'état-major, il faut accepter de perdre nos enfants. Raz-de-marée de contestation, mon enfant n'ira pas à la guerre, etc. J'entends, bien évidemment. Mais qu'est-ce que le chef d'état-major a voulu dire avec cette phrase? Non pas que chaque enfant français ira à la guerre. En fait, les enfants désignent les militaires professionnels. Et c'est pas une excuse qu'il a sortie après pour se justifier, c'est une expression qui est tellement courante que l'hymne national commence par Allons aux enfants de la patrie. Enfants signifie les militaires. Donc encore une fois, et donc là c'est un peu sur le double sens
des enfants, nous avons pris un sens alors que c'était un autre sens qu'il fallait entendre. Et ça a été utilisé aussi politiquement pour critiquer le gouvernement, le ministre, le chef d'état-major, etc. Dernier exemple de comment une information peut nous induire en erreur même si elle est vraie, voici un vrai extrait de vidéo. C'est vraiment passé comme ça à la télé, je vous laisse l'extrait et nous en discutons après. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Généralement, d'abord on est un peu horrifié, on voit des corps, puis un corps bouge, ça nous fait rire, et viennent des interprétations. Les Ukrainiens sont mis en scène pour susciter de la pitié, qu'on leur donne de l'argent. Ou alors les Russes ont fait cette mise en scène pour décrédibiliser les Ukrainiens. Mais encore une fois, il vous manque le contexte. La scène que vous voyez se passe en Autriche, c'est une manifestation. D'accord? Ce sont des vraies personnes qui se font passer pour morts pour dénoncer la pollution en Europe. Ce que vous voyez en bas, ce qui nous a laissé penser que c'était l'Ukraine, c'est un bandeau d'informations, d'une deuxième information. Et notre cerveau a associé les deux. Il avait besoin d'un contexte. Ce contexte-là paraissait crédible. On dirait une scène de guerre. Je sais qu'il y a une guerre en Ukraine, donc j'y crois. Mais on s'est fait avoir. Et pourtant, c'est un vrai extrait vidéo, sans son, qui a été modifié, mais qui va nous induire en erreur. Donc c'est bien de prendre du recul par rapport à des informations, par rapport à l'IA. On peut désinformer avec des vrais extraits vidéo. Et on peut se faire avoir sans même se rendre compte. Si je n'avais pas expliqué ce que c'était, vous auriez tous pensé que c'est une mise en scène, peut-être ukrainienne, et vous seriez parti avec une fausse perception de l'information. Pour résumer, l'erreur peut se trouver soit dans l'information en tant que telle, une fake news, soit dans notre perception de l'information. D'accord? Soit la manière dont l'information est rapportée, donc c'est voilà, le message, comment l'information est rapportée, soit notre manière d'interpréter ce qu'on voit. Dans tous les cas, il y a une erreur, elle n'est pas forcément au niveau de l'information. Ce n'est pas forcément une fake news qui nous désinforme. Il y a d'autres manières de désinformer. Quel est le point commun, à votre avis, entre une file d'attente à un McDonald's au Japon, un sénateur américain, Lloyd Bentsen, qui était sénateur du Texas de les années 80, et une campagne de harcèlement en ligne? Et bien, dans les trois cas, c'est le même concept qui est utilisé. McDonald's avait payé des gens pour faire la queue à des McDonald's au Japon pour inciter des gens ensuite à y aller. Le sénateur Bentsen avait reçu des lettres de citoyens qui lui demandaient d'abroger une loi sur l'assurance santé, et il s'avère que des centaines de lettres qu'il a reçues avaient été rédigées par la compagnie d'assurance elle-même qui aurait été impactée par cette loi. Et enfin, certaines campagnes de harcèlement en ligne sont le fruit d'actions concertées. Le nom apparaît par exemple dans des sites ou dans des books Telegram ou dans des forums Discord, et il y a plein de gens qui vont, de manière artificielle ou pas, insulter, dénigrer une personne parce qu'on leur a demandé de le faire. Dans tous les cas, il y a l'illusion d'un mouvement spontané citoyen, que ce soit une file d'attente, des lettres ou du harcèlement, et en fait, c'est fait artificiellement dans des buts autres, des buts économiques, des buts politiques, des buts stratégiques. C'est ce qu'on appelle l'astroturfing. D'accord? AstroTurf, c'est un faux gazon aux États-Unis, c'est une marque de faux gazon. Un vrai gazon s'appelle grass, l'herbe. Grassroots, c'est un mouvement spontané. Grassroots movement, c'est un mouvement spontané. AstroTurfing, c'est un faux mouvement spontané créé artificiellement pour manipuler l'opinion. Et à l'époque d'Internet, ça peut être fait à échelle industrielle. I said let go. Vous voyez, tous les téléphones
Et c'est un moyen de créer des centaines de likés par centaines, de retweeter, de commenter, de poster, de créer une masse artificielle pour pousser un narratif par rapport à un autre, par exemple. C'est très proche de ce qu'on appelle la fabrique du doute, qui va être l'exemple typique, ça va être des années 50 quand on a les scientifiques ont commencé à sonner à tirer la sonnette d'alarme sur les méfaits du tabac. Les industries de tabac ont embauché d'autres scientifiques, créé d'autres centres de recherche pour dire en fait on n'est pas sûr. Ce qui est vrai, il y a toujours un doute en science, mais là ils ont poussé ce doute histoire de pouvoir négocier, de dire attendez, là, les mesures de santé publique, on n'est pas sûr qu'il y ait un impact, on n'est pas sûr qu'il y ait un impact. Ils ont créé du doute. Et le but de la propagande, en général, n'est pas forcément de convaincre, mais de soit de faire une démonstration de force, soit de semer du doute. C'est ce qu'on appelle un exemple très simple. Imaginez, il y a un pays qui en envahit un autre. Premier narratif, c'est une invasion d'un pays envers un autre. C'est l'attaque d'un pays souverain, donc c'est pas bien. Et le pays attaquant a été le premier à le faire. Bon, premier narratif. Et bien là, il y a peut-être un contre-narratif qui va apparaître en ligne, généré par des bots, par des comptes en IA, etc., par des fermes de trolls, donc des gens qui vont poster comme ça en permanence pour juste inciter à réagir, et vont dire, par exemple, c'est pas une invasion. On libère le peuple qui est opprimé par ses dirigeants. C'est pas une attaque d'un pays souverain. En fait, on est le même pays, donc c'est normal qu'on regagne ce territoire. Et puis de toute façon, ils allaient attaquer. Ou alors ils avaient été mis en contact avec d'autres pays belligérants, et donc on fait que nous défendre de manière préventive. En gros, on va créer un contre-narratif, pas pour convaincre, mais pour faire douter les gens, pour qu'ils arrêtent de soutenir de manière forte, par exemple, critiquer de manière forte le pays attaquant. En fait, on n'est pas sûr, peut-être qu'ils ont un peu raison. Et donc, on se désengage. L'idée, c'est de se désengager de certains sujets, fabriquer du doute. Et la fake news, c'est le fait de ne pas parler ou peu parler de certaines informations. Sur certains réseaux sociaux, en fonction de à qui appartient le réseau social, il y a des sujets qu'on ne va pas aborder. D'accord? Parce qu'ils sont polémiques. Parce que on n'aime pas dire que tel pays opprime tel peuple, etc., etc. C'est pareil pour certains médias d'ailleurs, qui appartiennent à certaines personnes, et donc il y a des sujets qu'on va mettre en avant par rapport à d'autres. C'est pas de la fake news, mais c'est un choix d'orientation d'information. Un exemple que j'aime beaucoup montrer, c'est il y a trois conflits en ce moment. Il y a le conflit en Ukraine, le conflit en Israël-Palestine et le conflit au Soudan. Duquel on parle de plus? Ukraine, Israël, Palestine, lequel a le plus de morts? Le Soudan. D'accord? Je dis pas que c'est bien ou pas bien, et je dis qu'il y a un choix, au-delà de la pure news, il y a un choix éditorial, que ce soit sur les réseaux d'ailleurs ou sur les médias dits traditionnels, qui fait que notre perception de ce qui est important ou pas va être impactée. C'est bien d'avoir conscience de toutes ces dynamiques, et pas dire que c'est un complot, mais juste avoir conscience de ces dynamiques et se dire peut-être que le plus important n'est pas forcément ce qu'on a sous les yeux. Alors pourquoi? Pourquoi il y a toute cette campagne en ligne, par exemple, pour poser des narratifs? Eh ben, une explication très simple, je vous la montre par deux exemples récents en France. Quelques mois après le 7 octobre et la contre-attaque israélienne, il y a eu des étoiles de David taguées sur les murs de Paris. Il y a quelques mois, il y a eu des têtes de cochon posées devant des mosquées à Paris et à Montreuil. Dans les deux cas, c'était le fait d'agents étrangers. Et il s'est passé à chaque fois la même chose. Des agents étrangers provoquent un incident. Tête de cochon, tête de David, etc. Politiciens et médias réagissent. C'est scandaleux, etc., etc. C'est antisémite, c'est islamophobe, etc. Les médias sociaux réagissent, ce qui est normal. Les médias sociaux vont structurellement polariser la parole. Je ne dis pas que c'est bon ou pas bien, mais ça va polariser la parole, et donc ça cristallise les tensions. Les fermes de trolls, les bots, les comptes IA vont amplifier ces tensions de la société, et ça va fracturer la société. Le but n'est pas de poser tête de cochon, le but est de créer un incident médiatique et politique pour fracturer et diviser la société. Et ça marche. Ça marche parce que les politiciens et les médias se sentent obligés de réagir, ce qui peut se comprendre. Les médias sociaux aussi, on réagit sur des réseaux, on est polarisé, et on se dit de plus en plus que décidément on ne peut plus vivre ensemble parce que nos opinions sont trop radicalement différentes. Il y a des opinions politiques divergentes, c'est important d'en avoir, il est important d'en combattre certaines, mais de manière générale, cette polarisation est générale sur tous les sujets. Donnez-moi un sujet où les gens sont dans un consensus total sur les réseaux sociaux, où ont des désaccords cordiaux. C'est très compliqué. Et on répète, on répète. Et c'est pas que par des actions d'agents étrangers, ça peut être une attaque terroriste, ce qui n'est pas bien, qui va être amplifié et répété sur des réseaux pour surestimer le risque que ça arrive.
Ça arrive, hein, mais c'est très rare. Ou juste une manifestation pour montrer qu'il y a des scissions de la société. Je ne dis pas que c'est mal de manifester. Je dis que c'est utilisé pour donner l'impression de fracture de la société. Le but de tout ça, c'est donc de créer du doute, de fragiliser le soutien à des décisions nationales ou internationales, et de fracturer la société, de la polariser, de mettre en avant des intérêts spécifiques par rapport à d'autres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il y a des bonnes nouvelles quand même. La première, c'est quand je m'informe, revenons un petit peu à la base, quand je m'informe, est-ce que j'ai de bonnes raisons de croire ce que je crois? Pourquoi je crois ce que je crois? Est-ce que j'ai envie d'y croire? Biais de confirmation? Est-ce que j'ai des preuves? Est-ce que j'ai des intérêts personnels à croire? Est-ce que socialement, tous mes amis croient ça, donc j'ai intérêt à être d'accord avec eux pour pas être ostracisé? Voilà. Je dis pas qu'il faut changer d'amis, je dis que c'est bien de prendre conscience de tout ça. Est-ce que j'ai tous les éléments? Est-ce que j'ai pas un petit bout de la lorgnette? Sur des réseaux, le temps est court, les messages sont courts, les vidéos sont courtes. Tout ça va impacter la densité de ce qu'on aperçoit sur les réseaux, des informations. Est-ce que je peux reconnaître que je me trompe? On va tous se faire avoir, hein. Je me fais avoir tous les jours. Mais quand ça arrive, est-ce que je suis prêt à le reconnaître? Ben déjà, ça, c'est une super habitude à avoir. Quand je réagis, c'est bien de se demander mais pourquoi je réagis? Est-ce que je veux juste m'énerver? Est-ce que je suis fatigué? J'ai envie d'insulter quelqu'un que je connais pas? Donc il n'y aura pas de conséquences pour moi? Quel impact aura mon propos? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite? Est-ce que mon but c'est de dire que j'ai raison? Est-ce que c'est d'écouter la personne en face? Est-ce que c'est de comprendre son point de vue? C'est des questions qu'on ne se pose pas assez, je pense, et qui peuvent être intéressantes pour mieux vivre ensemble. Un mot ou une phrase peut avoir trois sens. Le sens locutoire. Si je vous dis que je m'appelle Antonin, le sens locutoire, c'est que je m'appelle Antonin. Illocutoire, c'est ce que je sous-entends. Si je vous demande est-ce que vous avez l'heure, en réalité, ce que je vous demande, c'est quelle heure est-il? D'accord? Si dans un bus, quelqu'un a la musique à fond sur son téléphone et que je lui dis excusez-moi, vous n'auriez pas des écouteurs, mon vrai message c'est éteins le son. Et ça se comprend très bien. Mais c'est moins frontal. Donc le sens est élocutoire. Est-ce que vraiment mon sous-entendu a été compris, par exemple? C'est très dur sur les réseaux sociaux d'être sûr que le sous-entendu a été compris. Donc c'est bien d'en avoir conscience. De la vraie vie aussi d'ailleurs. Le sens perlocutoire, c'est l'impact qu'auront mes propos. J'ai dit quelque chose, j'ai raison, j'ai dit quelque chose, mais j'ai fait souffrir la personne. Est-ce que c'était le but recherché? Est-ce que s'il était important pour moi de dire cette information, j'ai pas d'autres moyens de le faire? Des moyens plus pacifiques, moins violents. Quand le CMA, le CEMA, le chef d'état-major des armées, a dit qu'il fallait perdre nos enfants, est-ce qu'il voulait pas justement provoquer un choc pour nous faire réagir? Est-ce que le plus important n'était pas le sens perlocutoire, l'impact qu'auront ces propos? Des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, ce que j'ai montré, c'est un peu un portrait assez sombre, mais il y a des bonnes nouvelles, d'accord? Depuis 30 ans, par exemple, comment a évolué la tolérance des Français? Croissante sur tous les domaines. Des Français sont plus tolérants sur la religion, sur la couleur de peau, sur l'orientation sexuelle, etc., etc. Non seulement les nouvelles générations sont plus tolérantes, mais les anciennes générations, en vieillissant, deviennent plus tolérantes. Et ça, on en parle de moins, parce qu'on est habitué à n'être intéressé que par les mauvaises nouvelles. Sauf que c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. À voir que des mauvaises nouvelles, tu vas surestimer leur importance et te dire que c'est foutu. La société est foutue. Non, il y a des bonnes choses qui se passent. Il y a des bonnes choses qui se passent, c'est juste qu'elles sont moins mises en avant. N'oubliez pas que ce qu'on voit sur des réseaux ou dans les médias n'est qu'une fraction de la réalité. Et c'est bien d'avoir conscience qu'il y a des bonnes choses qui se passent, mais on en parle de moins. Pareil, la mortalité infantile dans le monde a chuté ces 50 dernières années. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est bien d'avoir conscience. On n'est pas plus en guerre maintenant qu'il y a 50 ans ou qu'il y a 100 ans. Il y a 50 ans, c'était la guerre froide. On pouvait craindre qu'une bombe atomique nous arrive sur la tête. Donc oui, il y a des choses horribles qui se passent en moment, il y a des choses à régler, mais en prenant du recul, c'est pas pire qu'avant sur beaucoup d'aspects. Et c'est bien d'en avoir conscience. N'oublions pas aussi le changement de paradigme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, en fait, maintenant, on sait que les fake news, le théorie du complot, ça peut poser des soucis. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais voilà. Avant, c'était juste que c'était communément admis. Les fake news et les théories du complot étaient discutées comme des théories classiques. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en parlait pas. Maintenant, on se dit que c'est dangereux, et donc elles sont plus mises en avant, parce qu'on se dit que ça peut être dangereux. Et il y a un effet négatif à ça, c'est que par exemple, à trop mettre en avant le fact-checking des fake news sur les réseaux, on va donner l'impression aux gens qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent dans les journaux, par exemple. Imaginez qu'un journal fait une fake news, on en parle, on débunk, ça va donner l'impression aux gens que
Les journaux font beaucoup, beaucoup de fake news, alors qu'en fait, ils en font très peu. C'est juste qu'on met en avant quand c'est le cas. Donc c'est bien d'avoir conscience de ça. Il n'y a pas plus de fake news qu'avant. Ça pourrait se débattre, mais parce qu'il y a un usage politique très fort des fake news maintenant. Mais en gros, il n'y a pas plus de théorie du complot qu'avant. C'est juste qu'on en parle plus maintenant. Donc c'est pas pire qu'avant, c'est juste qu'on en parle plus. Et le fait que, voilà, c'est parce qu'on en a conscience que c'est plus visible. Il faut pas oublier aussi que, bah, une fois qu'on sait ce qui va pas de la société, on a une nouvelle arme pour essayer de régler ça. Tant qu'on ne sait pas qu'il y a des soucis, tout va bien, mais en fait, ça va pas bien. Le fait de savoir qu'il y a ces influences géopolitiques, le fait de savoir qu'il y a des fake news, etc., bah, on se dit, ok, oui, il y a des soucis, mais maintenant je suis au courant. Et donc je peux agir contre. Le fait de savoir nous donne des outils. D'accord? La connaissance est une arme. Le fait de savoir ce qui est en jeu nous permet d'agir justement. C'est un peu le paradoxe. Et donc, aux armes, citoyennes et citoyens, maintenant qu'on a ces connaissances-là, on peut essayer d'agir à notre échelle en mieux gérant l'information, ce qui est vrai, ce qui est faux, et en demandant, par exemple, en demandant des solutions d'un point de vue structurel, social, politique, pour lutter contre ça. Comme on a la connaissance, on a une première étape, une première arme pour lutter contre ça. Je vous remercie. Si vous souhaitez me contacter parce que vous avez des questions ou parce que vous souhaitez qu'on organise des rencontres ou des conférences dans votre établissement, votre association ou votre lieu de travail, n'hésitez pas, mon adresse mail est juste en dessous, ainsi que mon site internet où vous pouvez voir mes actualités et aussi me contacter. Je suis également sur X, donc Twitter, Blue Sky, LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas. Je vous remercie et très bonne journée à vous.